Vous écoutez Napoléon, la destinée et la mort, épisode 2. Le lendemain matin, Bonaparte brusque les événements. Il se rend lui-même à Saint-Cloud, où sont rassemblés les parlementaires. Il espère profiter de ce coup d'État pour prendre le pouvoir. Mais il sait que pendant la nuit, des intrigues se sont nouées contre lui. Si le coup d'État échoue, il est bon pour l'échafaud. Il va haranguer les députés pour accélérer leurs décisions. C'est un militaire, il n'aime pas les assemblées, il n'aime pas les civils. Patrice Gueniffet, historien. Il n'aime pas les politiciens, il ne sait pas leur parler, surtout. Il a vu les assemblées pendant la Révolution, il en a conçu un dégoût définitif. Et il est habitué à ce que lorsqu'il parle, on l'applaudisse, on l'acclame, que lorsqu'il parle, on se taise, parce qu'il est habitué au public militaire. Et là, il prend une décision, en effet, un peu, excessive, irréfléchie, qui est d'aller lui-même faire plier les assemblées, voilà, par la force de son éloquence. Bonaparte se présente d'abord devant la première chambre, celle des anciens. Il sait qu'ils lui sont plutôt favorables. Le public est acquis. Mais quand même, on ne l'applaudit pas parce que voir un militaire en uniforme monter à la tribune, ce n'est pas dans les mœurs parlementaires de la Révolution. Bonaparte est tendu, maladroit. Il leur parle comme à des soldats. On répand que je veux établir un gouvernement militaire. On m'abreuve de calomnie. Souvenez-vous que je marche accompagné du dieu de la victoire et du dieu de la fortune. Pour eux, la tribune parlementaire, ça représente quelque chose. La légalité, la légitimité du Parlement. Donc voir un général monter à la tribune et leur dire « je suis le dieu de la victoire », ça ne leur convient pas. Bonaparte est désarçonné qu'on ose l'interrompre, l'invectiver. Son aide de camp lui conseille d'abréger son discours. Il décide alors d'aller convaincre la deuxième chambre, le Conseil des 500, qui lui est beaucoup plus hostile, mais qui est présidé par son frère Lucien. Il arrive là-dedans où les députés sont en train de se chamailler, de se disputer, ça crie, ça hurle, les uns demandent un vote, les autres le refusent. Bonaparte tente d'accéder à la tribune, mais on l'empêche de parler. On crie « Hors la loi Bonaparte, vive la République !» Certains lèvent le poing au point qu'il faut l'exfiltrer. Donc des grenadiers entrent dans la salle, ce qui n'arrange pas les choses, l'attrapent, le saisissent et l'entraînent vers la sortie. Il est terrifié. Il se griffe le visage jusqu'au sang. Les députés l'agrippent, il semble qu'il ait été bourré de quelques coups de poing au passage et ont réussi à le sortir. Et il a eu à la sortie un malaise. Pourquoi ses nerfs ont-ils craqué? Comment lui, si vaillant chef militaire, a-t-il pu se faire impressionner par des hommes en toge? Pour la première fois, et presque la seule de sa vie, Bonaparte a eu peur. Car cette scène lui en a rappelé une autre qu'il n'est pas prêt d'oublier. Un certain 10 août 1792. Ce jour-là, des insurgés attaquent la résidence royale des Tuileries. Le roi a été mis à l'abri. Mais ses gardes suisses se font massacrer. Bonaparte est un jeune officier en visite à Paris. Il a tout vu. Jamais depuis. Aucun de mes champs de bataille ne me donna l'idée d'autant de cadavres que m'en présentèrent les masses de Suisses. La rage était dans tous les cœurs. Elle se montrait sur toutes les figures.
Tout ce qu'il ne maîtrise pas, il le redoute. François Oudessec, historien. Et c'est vrai que naît du 10 août 92 cette aversion contre une forme de violence directe et une violence qui devient incontrôlable. Bonaparte n'a pas vraiment peur de la mort, mais a peur de certaines morts. Pierre Branda, historien. D'être, par exemple, exécuté ou lynché par la foule. Cette perspective-là lui fait peur. Autant mourir d'un coup de fusil sur le champ de bataille, atteint par un boulet, ne lui fait pas peur. Par contre, effectivement, tomber sous les coups d'une foule le panique et il perd son contrôle de lui-même. Mais comme à Arcole, Bonaparte va faire de son échec une victoire. Ma fortune n'aurait-elle triomphé des plus redoutables armées que pour venir échouer contre une poignée de factieux? Il transforme la bousculade de Brumaire en une tentative d'assassinat. Bonaparte, couvert de sang, le costume dérangé, les troupes peuvent croire qu'on a voulu assassiner leur général. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Et c'est ce qu'on va leur dire. C'est ce que va leur dire finalement Lucien Bonaparte, en disant que le Conseil est, sous la domination de gens qui possèdent des poignards. L'idée des poignards est très, très présente dans le coup d'État 18 Brumaire. On a essayé de tuer votre général, et moi, qui suis son frère, je sais qu'il va lutter pour la liberté, donc aidez-le. Et c'est à ce moment-là que Bonaparte, qui a repris ses esprits, ordonne l'évacuation de la salle du Conseil des 500. Ces poignards imaginaires sont un nouvel épisode de la légende. Bonaparte a triomphé de la mort. Il a fait mieux que César. L'invention de l'épisode des poignards fait référence évidemment à l'assassinat de César. Patrice Guenifet, historien. Et au fond, pour la propagande du régime, du nouveau régime qui s'installe, effectivement, Bonaparte apparaît comme un César qui aurait échappé au poignard des conjurés. Le malaise du 19 Brumaire est oublié. La tentative d'assassinat fait de lui un être invincible. Sieyès et les autres conjurés n'ont plus qu'à s'effacer. Bonaparte est nommé consul à la tête de l'État. À présent qu'il est César, Bonaparte veut accomplir son destin et bâtir un empire. Le nouveau tableau qu'il commandera au peintre Gros le présente en législateur. Napoléon a dit un jour « Je suis de la race des hommes qui fondent ». Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important pour comprendre son caractère. À côté de ses rêves de gloire militaire, il y a ses rêves de gloire civile. Cyril le dit, je resterai dans l'histoire davantage que Parmentier. Mais néanmoins, probablement, Parmentier aurait été plus utile que moi, avec la pomme de terre. Donc il veut laisser ses pommes de terre à lui, à l'histoire. C'est-à-dire, il veut être comme celui qui a, c'est l'expression de lui, refermé le gouffre de la Révolution. Réconcilier les Français, rebâti une société, rebâti un État. Mais en concentrant toute l'autorité, le premier consul devient la cible de tous les complots. Cela ne l'inquiète guère, jusqu'à ce que la Camarde ne vienne lui faire une nouvelle visite. En ce soir de Noël, le premier consul serait bien resté aux Tuileries. Les mondanités ne l'intéressent pas. Mais comment résister à la femme qu'on aime le plus au monde? Joséphine a insisté pour qu'il vienne à l'opéra. Cette fois, la mort s'est approchée tout près. Bonaparte vient d'échapper au premier attentat à la bombe de l'histoire. Un attentat terrible, à la voiture piégée. La rue Saint-Nicaise est dévastée. L'attentat s'est produit à quelques centaines de mètres des Tuileries.
Un peu plus tôt, un homme a donné 12 sous à une vendeuse de petits pains pour qu'elle surveille sa charrette. Caché en retrait, il a déclenché la mise à feu quand le cortège est sorti des Tuileries. C'est bien Bonaparte qui était visé, mais sa berline est passée devant la vendeuse quelques secondes avant l'explosion. L'attentat de la rue Nicaise a été un attentat extrêmement violent. Chantal Prévost, responsable des bibliothèques à la Fondation Napoléon. Et ça, on a peut-être un peu oublié à l'heure actuelle l'impact sur la population du mode opératoire qui était tout à fait nouveau pour l'époque. C'est plus de 20 morts, c'est plus de 60 blessés, dont certains très graves. Ce sont des corps démembrés, ce sont des corps brûlés. En fait, c'est une scène de guerre en plein Paris. En quelque sorte, c'est le premier attentat moderne, premier attentat terroriste moderne à Paris. Bonaparte reste impassible. Il se rend à l'opéra comme si de rien n'était. La rumeur de l'attentat l'a précédé et on l'acclame sans discontinuer pour son sang-froid. Ça le confirme d'abord dans sa propre invincibilité. Patrice Guenifet, historien. C'est-à-dire, ça le confirme dans l'idée qu'il a la baraka et que rien ne peut l'atteindre. Bonaparte croyait beaucoup en la chance, ce qu'on appelait alors la fortune. Pierre Brandat, historien. Quand il recrutait un général ou il prenait des renseignements, il disait toujours « Est-ce que ce général a de la chance ?» Parce que pour lui, c'est une dimension qui compte et que finalement, quand cette chance intervient, c'est tout à fait logique. Lorsqu'il échappe à l'attentat de la rue Saint-Nicaise, il dira cette fois, c'est pas passé loin, mais encore une fois, il a eu de la chance. Pourtant, il enrage. L'attentat aurait pu toucher la voiture suivante et tuer Joséphine. Puisqu'il n'est pas mort, il va en tirer parti. C'est le moment d'éradiquer ses ennemis. Sur le plan politique, il réussit un coup qui n'est pas très, qui n'est pas très glorieux. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Mais enfin, un coup politique formidable, c'est que il accuse au début les Jacobins d'avoir essayé de l'assassiner, il en fait arrêter 130, il les fera déporter aux colonies, alors que ce sont les royalistes qui sont coupables du crime. Et bien sûr, une fois qu'il sera convaincu que ce sont les royalistes qui ont fait le coup, il va se tourner vers les royalistes, et là aussi, il va leur retirer un certain nombre de forces. L'attentat de la rue Saint-Nicaise lui révèle peut-être son invincibilité, mais aussi sa popularité, et lui ouvre la porte à frapper des deux côtés de l'échiquier. Mais cet attentat résonne aussi comme un signal d'alerte. Sa mort pourrait interrompre son œuvre. Si je meurs dans 4 ou 5 ans, la chose sera montée. Elle ira. Si je meurs avant, je ne sais pas ce qui arriverait. Il se rend compte de la fragilité, au fond, de son pouvoir. Jean-Marie Rouard, écrivain. Et il se rend compte que, finalement, tant qu'il n'aura pas des institutions plus solides, tant qu'il n'aura pas établi son pouvoir de façon définitive, eh bien, il sera toujours l'objet d'attentats. Au moment de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, on est dans la première année du gouvernement, enfin un peu plus de la première année, et déjà, beaucoup a été fait. On a réformé les administrations, la justice, on a vaincu l'Autriche, on est en train de négocier des traités à peu près avec toute l'Europe. Donc il y a dans le pays, pour les gens informés évidemment, une espèce d'espoir de stabilisation et d'espoir qu'on va bientôt arriver à la paix extérieure et à la paix intérieure. Et l'attentat contre Bonaparte est une espèce d'électrochoc parce qu'on se dit mais que se serait-il passé s'ils avaient réussi à tuer Bonaparte ? La guerre civile va recommencer ? Il va falloir à nouveau retomber dans les errements du Directoire ? Patrice Guenifet, historien. Donc il y a eu réellement un vent de panique qui consolide son pouvoir et qui le fait passer pour l'homme nécessaire, celui dont on ne peut pas se passer. Bonaparte profite de ce climat favorable. Il se fait nommer consul à vie. Il a désormais le droit de se choisir un successeur. Il a le pouvoir absolu.
Jamais on n'a vu une transformation aussi rapide que celle du consulat, où en l'espace de 3 ans, et même 3 ans, 1800-1803, sont les époques de grandes réformes. Allez, on peut aller jusqu'au Code civil de 1804. Il change totalement la physionomie du pays. Il est probable qu'il n'a pu faire cela qu'à cause du pouvoir fort dont il disposait et qui réunissait entre ses mains tous les genres de pouvoir, puisque les assemblées sont marginalisées. Et il a ce goût propre aux militaires, à la fois de l'efficacité et de la rapidité. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça traîne. Désormais, rien n'arrête son ascension. Les peintres officiels témoignent de son œuvre. Comme pour Arcole, il commande à chaque bataille un tableau pour la légende. L'un des plus parlants célèbre la campagne de Marengo par le peintre David. Napoléon a passé le col du Saint-Bernard à dos de mulet, mais la légende retiendra le cheval blanc. Le tableau en soi est un chef-d'œuvre de communication et correspond très bien aux idées de propagande qui se mettent petit à petit en place. Émilie Robbe, conservatrice du Musée des Invalides. On le voit en portant le manteau pourpre qui évoque justement le manteau des généraux de la Rome antique. Donc il y a cette idée de triomphe qui est déjà présente. Il y a également le cheval blanc qui lui est une image véritable depuis fort longtemps de cheval du vainqueur. Et il y a surtout dans un petit coin en bas à gauche un caillou sur lequel sont inscrits les noms d'Hannibal et de Charlemagne. Et là, toute l'histoire a compris que le point d'aboutissement, c'était là. Le 2 décembre 1804, comme Charlemagne, le premier consul se fait sacrer empereur. Prenant la place du pape, il pose lui-même la couronne sur la tête de sa femme Joséphine. Ce n'est plus Bonaparte que célèbre les tableaux de propagande, mais Napoléon Ier. Lui qui est passé si près du gouffre, vogue de succès en succès, de victoire en victoire, comme l'éclatante Austerlitz. Face à de nouvelles coalitions, le général ne perd aucune bataille. L'Empire ne cesse de s'agrandir. L'Europe est à ses pieds. Pourtant, il continue son pas de deux avec la mort. Il est même blessé au talon, en Allemagne, lors du siège de Ratisbonne. Il est au milieu de ses soldats. Il est l'exemple pour ses soldats. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Encore une fois, il ne cherche pas la mort, évidemment. Il cherche à être l'exemple. Il croit en son destin et à aucun moment, il ne pense qu'il pourra être tué. Mais il prend le risque pour entraîner ses troupes. L'été 1809, Napoléon s'installe au château de Schönbrunn, près de Vienne, pour négocier la paix. Décidément invincible, il vient de battre les Autrichiens pour la 4e fois, à Wagram. Tous les matins, à 10h, il passe les troupes en revue. Jusqu'à ce jour où la mort fait une nouvelle tentative. Vous venez d'écouter Napoléon, la destinée et la mort. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Napoléon, la destinée et la mort est un podcast coproduit par Initial Studio et Tournez s'il vous plaît, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Tournez s'il vous plaît et réalisé par Mathieu Schwartz. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.